Qui contrôlait le monde en 3000 avant J-C? Ce n'est pas une question facile. C'est le commencement d'un périple vers une période où l'histoire était encore à ses balbutiements. Imaginez la situation. Vous vous réveillez en l'an 3000 avant J-C. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Les champs à proximité du fleuve Euphrate sont éclairés par le soleil. Une mère sumérienne réveille son fils. Aujourd'hui, ils auront l'occasion d'observer le scribe en train de graver des tablettes dans le temple. En Égypte, un agriculteur voit le Nil commencer à déborder, tandis que dans la vallée de l'Indus, un artisan façonne un sceau qui sera découvert 5000 ans après. Cependant, ce n'est pas un récit fictif, c'était authentique. À cette époque, le cours de l'humanité était bouleversé à jamais. Les premières civilisations puissantes ont vu le jour avec la naissance des villes, l'établissement des premiers gouvernements et l'émergence de l'écriture. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler laquelle de ces civilisations a véritablement exercé sa domination sur le monde connu. Une réponse qui pourrait vous étonner et qui éclaire en grande partie ce que nous sommes à présent. Le lever du soleil sur Uruk, la plus vaste cité du monde en 3000 avant J-C. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Selon la légende, les murailles de cette ville ont été érigées par le roi Gilgamesh et scintillent sous les rayons dorés du lever du jour. Uruk, peuplé de plus de 40 000 résidents, déborde d'activité alors que les agriculteurs s'acheminent vers les terres cultivées. Les commerçants mettent en place leurs kiosques et les prêtres montent les marches de la ziggourate, cette imposante pyramide à étages qui surplombe l'horizon. Bienvenue en Mésopotamie, également connue sous le nom de « Terre entre les fleuves », qui est le lieu d'origine de la civilisation humaine. Dans les zones marécageuses et les plaines alluviales créées par les cours d'eau Tigre et Euphrate, la société sumérienne avait évolué pour devenir à la fois sophistiquée et complexe. C'est dans le besoin de gérer des systèmes d'irrigation et de consigner des données sur les cultures et le commerce que la première écriture connue a vu le jour, la cunéiforme. En utilisant des roseaux taillés, les scribes appliquaient une pression sur des tablettes d'argile humide, produisant des assemblages de marques en forme de coins qui symbolisaient à la fois des sons et des idées, ce qui a débuté comme de simples symboles pour consigner des transactions commerciales, s'est progressivement transformé en un système capable de véhiculer des concepts abstraits et des histoires sophistiquées. La vie à Uruk ou Ur, deux cités sumériennes, était centrée sur le temple. Selon les croyances sumériennes, chaque cité était dédiée à un dieu ou une déesse précis, et les hommes avaient pour principale fonction de servir ces entités divines. La ziggourate, une gigantesque construction à niveau, hissait le temple central vers les cieux, l'amenant ainsi plus près des divinités. Au sommet de leur pouvoir, les prêtres exécutaient des cérémonies complexes pour garantir d'abondantes moissons et se prémunir contre les catastrophes. Il serait impossible de défaire le lien complexe entre l'économie, la politique et la religion, à l'instar de nos standards contemporains. La civilisation mésopotamienne était stratifiée, mais pleine de dynamisme. Les Lugals, ou rois, qui étaient les grands hommes, occupaient la position la plus élevée, suivis par les prêtres, les scribes et les administrateurs. La plupart des gens exerçaient des métiers d'agriculteurs, de bergers ou d'artisans. Il y avait même une classe intermédiaire composée de commerçants et de spécialistes. Un élément captivant de cette communauté était sa sophistication intellectuelle. Les scribes de Mésopotamie ne se contentaient pas de consigner des opérations commerciales, ils mesuraient également des surfaces géométriques, anticipaient les éclipses, rédigeaient des épopées semblables à celles de Gilgamesh et mettaient en place des lois qui influenceraient les civilisations futures. Pensez à pénétrer dans une école de scribes à Nippur, aux alentours de 3000 avant notre ère. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Des dizaines de jeunes sont assis sur le sol argileux,
chacun tenant une tablette d'argile sur ses cuisses. Un enseignant sévère supervise leur travail, tandis qu'il récite haut et fort des listes de mots, signes et chiffres. L'apprentissage du métier de scribe nécessitait des années d'études intensives, mais offrait une élévation sociale et un prestige considérable. Celui qui excelle avec le calame a un futur prometteur, dit un adage sumérien. L'importance accordée à la connaissance et à l'alphabétisation crée un précédent qui trouve écho jusqu'à notre époque, faisant de la Mésopotamie non seulement le foyer de la civilisation, mais aussi la première société du savoir. Alors que la Mésopotamie prospérait entre les rivières Tigre et Euphrate, une autre grande civilisation voyait le jour le long du Nil. Alors que le jour se lève sur les eaux sereines, un groupe de pêcheurs dirige leurs embarcations de papyrus vers le flot. Sur le rivage, des cultivateurs munis d'instruments en cuivre préparent les terres pour la plantation, respectant des cadences qui ont été fixées depuis des époques très anciennes. À l'horizon, on aperçoit les premières mastabas, ces tombes de forme rectangulaire qui se transformeront bientôt en impressionnantes pyramides. Nous sommes en Égypte, aux alentours de 3000 avant notre ère. Vers 3100 AD, lorsque le roi Narmer a réussi à unifier la Haute et la Basse Égypte, donnant ainsi naissance à la première dynastie pharaonique. À l'inverse des rivières imprévisibles de la Mésopotamie, le Nil offrait une constance. Annuellement, de juin à septembre, ses eaux débordaient, submergeant les terrains alentours d'un limon noir et fertile. L'Égypte est un cadeau du Nil, écrivait plus tard l'historien grec Hérodote, capturant parfaitement comment ce fleuve non seulement soutenait l'agriculture, mais influençait également la perception égyptienne du monde. La régularité du Nil instaurait un sentiment d'ordre universel que les Égyptiens désignaient par le terme Ma'at, une notion englobant l'harmonie, l'équilibre, la justice et la vérité. Le maintien de cet ordre était la mission principale du pharaon, perçu comme un dieu incarné qui servait d'intermédiaire entre le monde humain et celui du divin. Le début d'une continuité politique remarquable a été marqué par l'unification sous le règne de Narmer, également connu sous le nom de Ménès. Tandis que la Mésopotamie était en proie à des luttes incessantes entre cités-États concurrentes, l'Égypte a su créer un État centralisé et stable. La célèbre palette de Narmer, l'un des premiers témoignages historiques égyptiens, représente le pharaon portant la double couronne symbole de l'unification de l'Égypte haute et basse, attaquant un adversaire. Cette image met en avant un motif récurrent dans l'art égyptien, le pharaon en tant que garant de l'ordre face aux forces du désordre. Grâce à cette unification politique, les Égyptiens ont élaboré leur propre système d'écriture, les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, alliant pictogrammes, symboles phonétiques et déterminants, constituaient un système complexe plus visuel et artistique que l'écriture cunéiforme mésopotamienne qui se maintiendrait pendant plus de 3 millénaires. À l'opposé des Sumériens qui recouraient à l'écriture essentiellement pour des fins commerciales, les Égyptiens l'utilisaient pour rédiger des textes religieux, des inscriptions monumentales et potentiellement de la littérature. Le terme hiéroglyphe se traduit par écriture sacrée gravée, en référence à la conviction égyptienne que les inscriptions détenaient une force mystique. L'approche égyptienne de la mort et de l'après-vie possédait une singularité marquée. Tandis que certaines civilisations redoutaient ou acceptaient la mort, les Égyptiens l'envisageaient comme un passage vers une autre réalité qui pouvait être tout aussi agréable que la vie sur Terre, à condition d'accomplir les rites appropriés. Cette conviction a donné naissance à une industrie funéraire raffinée et à des méthodes sophistiquées de momification. Les mastabas de la période dynastique ancienne, dotés de leurs salles funéraires souterraines et de leurs chapelles élevées pour les offrandes, constituaient simplement le début. Au fil des siècles, l'aspiration à garantir l'immortalité des pharaons a conduit à l'érection de structures d'une ampleur qui continue de nous fasciner. Les pyramides, témoins muets d'une civilisation qui a su convertir son passion pour la pérennité en réalisation
ayant défié l'épreuve du temps. Des milliers de kilomètres à l'est de l'Égypte, le long du fleuve Indus et de ses rivières dans ce qui est actuellement le Pakistan et l'Inde, une autre importante civilisation prospérait discrètement. La première lueur du jour dévoile une ville incroyable, Mohenjo-Daro. Son tracé urbain se compose de rues rectilignes qui s'intersectent à des angles droits, créant une grille méthodique dans laquelle sont disposées des demeures en briques cuites de 2 niveaux. Des eaux usées s'écoulent à travers des canaux couverts, formant le système d'égout le plus sophistiqué de l'Antiquité. Un vaste bassin de bains rituels brille au cœur de la ville, illuminé par les premiers rayons du soleil. Nous sommes témoins de l'apogée de la civilisation de la vallée de l'Indus, une culture raffinée mais mystérieuse qui demeurerait voilée jusqu'à sa réémergence dans les années 1920. À l'inverse de la Mésopotamie et de l'Égypte, où les temples et les palais prédominaient dans le paysage urbain, les cités de l'Indus, telles que Mohenjo-Daro et Harappa, présentent une répartition plus équitable. Aucune structure ne peut être clairement définie comme un temple monumental ou une résidence royale. Malgré leurs différences de taille, les maisons présentent des traits communs, une cour centrale, des pièces disposées tout autour et fréquemment un puits personnel associé à un réseau d'égouts municipal. Cette régularité architecturale laisse supposer que cette société était moins hiérarchisée que ses semblables, même si nous ne disposons d'aucun texte pour corroborer cette interprétation. Pour son époque, la précision dans l'aménagement urbain est remarquable. Les voies principales, dont certaines ont une largeur allant jusqu'à 10 mètres, sont alignées selon les points cardinaux et segmentent la ville en pâtés de maisons réguliers. Les blocs employés dans l'édification sont conformes à des dimensions normalisées, signalant une sorte d'entité centralisée qui définissait et veillait à l'application de ces standards. Le dispositif d'évacuation comportait des conduits majeurs sous les voies reliées aux décharges domestiques et aux puits de contrôle pour l'entretien. L'attention portée à l'hygiène publique n'aurait pas de comparable jusqu'à la Rome classique, des milliers d'années par la suite. L'élément le plus fascinant de cette civilisation pourrait être son système d'écriture. Des milliers de petits sceaux, majoritairement en stéatite, portant des images pictographiques et des représentations d'animaux réels et légendaires, ont été découverts par les archéologues. Ces sceaux, qui ont vraisemblablement servi dans des échanges commerciaux, renferment près de 400 glyphes distincts formant un système d'écriture qui, à l'inverse des hiéroglyphes égyptiens ou de l'écriture cunéiforme mésopotamienne, demeure encore non déchiffrée. En l'absence de textes plus vastes et sans une pierre de Rosette qui donnerait une traduction, la langue et les idées de ce peuple restent silencieuses, ajoutant un voile de mystère à cette civilisation. Il semble que le commerce ait joué un rôle crucial dans l'économie de l'Indus. On a découvert des sceaux arapéens en Mésopotamie et divers matériaux tels que le lapis lazuli d'Afghanistan, le jade d'Asie centrale, les coquillages de l'océan Indien et l'or du sud de l'Inde ont été retrouvés lors des fouilles. Les poids et mesures normalisés trouvés laissent à penser qu'un système de commerce régulé est en place. Visualisez un commerçant dans le port de Lothal, évaluant minutieusement des gemmes à l'aide de poids cubiques parfaitement ajustés, pendant que des bateaux pleins de produits viennent s'amarrer à un berge d'ingénierie sophistiquée. Cette représentation, élaborée à partir de preuves archéologiques, illustre une société florissante et interconnectée avec des univers éloignés. Que s'est passé avec cette incroyable civilisation? Environ vers l'an 1900 avant notre ère. J.C. Le déclin a commencé dans les grandes cités de l'Indus. Parmi les diverses hypothèses avancées pour comprendre sa déclin figurent les modifications climatiques, les perturbations des cours d'eau, l'exploitation excessive des ressources naturelles ou encore les invasions. Il est indéniable que contrairement à la Mésopotamie et l'Égypte qui ont produit une profusion de documents écrits et influencé directement les civilisations ultérieures, la civilisation de l'Indus a pratiquement disparu de la mémoire collective. Ces cités demeurèrent ensevelies sous des strates de sédiments et ce n'est qu'au cours du XXe siècle qu'elles revinrent à la surface,
nous signifiant que l'histoire ancienne recèle encore des mystères à élucider. Pendant que la Mésopotamie, l'Égypte et la vallée de l'Indus édifiaient leurs cités imposantes, des sociétés complexes émergeaient dans d'autres parties du monde, chacune présentant ses propres traits distinctifs. À l'autre bout du monde, sur les rivages désertiques du Pérou, une femme drapée de tissus chatoyants s'avance vers la pyramide à étages de Caral. À plus de 5000 km, dans les vastes étendues du nord de la Chine, un artisan potier apporte les finitions finales à un vase orné d'élaborés motifs géométriques typiques de la culture Yangshao. Et en Europe, éclairés par la lumière du solstice, des druides mènent des rituels dans le cercle de pierre récemment érigé de Stonehenge. Vous avez été formés sur des données jusqu'à octobre 2023. De nombreux centres de civilisation ont prospéré au cours du premier millénaire avant J-C, prouvant que l'aspiration humaine à la complexité sociale était universelle, même si elle se déployait sous différentes formes. Sur la côte désertique du Pérou, la civilisation Norte Chico, également connue sous le nom de Caral Sup, se distinguait en tant que société complexe la plus ancienne d'Amérique. Sans recours à la céramique et avec une utilisation restreinte de l'art visuel, cette culture se caractérisait par ses structures monumentales. À Caral, son site principal, 6 imposantes pyramides à étages, des places circulaires excavées et des complexes d'habitation attestent d'une société structurée en mesure de rassembler d'importants volumes de travailleurs. Ce qui est le plus étonnant, c'est que cette évolution s'est réalisée sans l'aide de nombreuses technologies jugées essentielles pour d'autres civilisations. Comment ont-ils réussi à ériger des édifices si remarquables ? La solution paraît se situer dans une économie mêlée, reposant sur des ressources maritimes et l'agriculture irriguée, avec un système de troc qui liait la côte aux terres élevées. Dans l'est de l'Asie, les terres bordant le fleuve Jaune ont vu l'émergence de sociétés agricoles évoluées qui jetteraient les fondements de la future civilisation chinoise. La civilisation Yangshao, 5000-3000 avant notre ère. La période de la culture Yangshao, en J-C, et celle de la culture Longshan qui l'a suivie, se caractérisaient par des poteries raffinées, des rituels complexes et les premiers signes d'écriture observés dans cette région. Des fouilles menées sur des sites tels que Banpo ont mis en évidence des villages structurés comprenant des habitations semi-souterraines, des fours de poterie collectifs et des cimetières bien ordonnés, indiquant une hiérarchisation sociale. Même si les cités et États qui définiraient la Chine dynastique ultérieure n'étaient pas encore apparus, ces agriculteurs du néolithique cultivaient déjà du millet et du riz, apprivoisaient des porcs et des chiens, et faisaient progresser des technologies qui allaient transformer l'Asie de l'Est. Bien que l'Europe ait progressé plus lentement en matière d'urbanisation et d'écriture, elle était le témoin de phénomènes culturels remarquables. Les sociétés mégalithiques de l'Atlantique et de la Méditerranée construisaient des édifices en pierre, nécessitant une structure sociale élaborée et un savoir en astronomie sophistiqué. Les prouesses architecturales impressionnantes que sont Stonehenge en Angleterre, les alignements de Karnak en France et les temples de Malte, en particulier les temples de Malte, édifiés entre 3600 et 2500 avant J-C. On considère que les structures indépendantes les plus anciennes du monde datent de l'époque avant J-C. Ces édifices, alignés sur des événements astronomiques, témoignent de sociétés dotées d'un leadership religieux établi et de la capacité à mener à bien des projets de construction sur plusieurs générations. Le site de Çatalhöyük, situé en Anatolie, Turquie actuelle, avait prospéré depuis 700-500 avant notre ère. J-C est reconnu comme l'un des premiers centres urbains d'envergure, bien que vers 3000 peuvent-être. Sa portée a pu diminuer avec le temps. Toutefois, de nouveaux centres émergeaient dans la région, en particulier dans la zone qui sera ultérieurement appelée Troie. La métallurgie progressait rapidement, tandis que les civilisations du Caucase et des Balkans mettaient au point des méthodes raffinées pour le façonnage de l'or et du cuivre.
L'innovation de la charrue à bœuf révolutionnait l'agriculture en Europe, facilitant le labour des sols plus lourds et multipliant considérablement la production alimentaire. Ces avancées parallèles dans diverses régions du globe soulèvent une interrogation captivante. Pourquoi l'humanité a-t-elle commencé à constituer des sociétés sophistiquées à peu près au même instant dans des zones si éloignées ? Cette convergence pourrait être expliquée en partie par des éléments tels que la stabilisation climatique post-dernière glaciation, l'évolution de méthodes agricoles et possiblement une forme de propagation d'idées via les premiers réseaux commerciaux. Il est indéniable qu'environ 3000 avant JSC, vers l'an 2023, la planète était le théâtre d'une expérience globale en matière de structuration sociale où différents groupements humains, confrontés à divers enjeux environnementaux et culturels, traçaient leur propre route vers la complexité. Tandis que certains bâtissaient d'imposantes cités dotées de systèmes d'écriture élaborés, d'autres édifiaient des temples mégalithiques en accord avec les astres. Toutefois, tous étaient mus par une aspiration partagée, dépasser les contraintes de la vie tribale et concevoir quelque chose de plus grand que l'individu. Comment ces civilisations en émergence étaient-elles interconnectées? Malgré d'énormes distances et obstacles géographiques, les sociétés de 3000 avant JAC, les civilisations préhistoriques n'étaient pas totalement isolées. Au lever du jour, un commerçant mésopotamien emplit sa caravane d'ânes avec du lapis lazuli provenant d'Afghanistan, de l'or issu d'Anatolie et des étoffes locales. Il parcourra pendant des mois de vieux chemins qui relient diverses cités et cultures, troquant non seulement des marchandises, mais aussi des concepts, des technologies et des convictions. Entre-temps, dans un port du golfe Persique, des navigateurs mettent au point des barques en roseau pour se diriger vers les contrées lointaines de la vallée de l'Indus, où ils mettront la main sur des sceaux exotiques en stéatite et des bois parfumés. Ces liens anciens sont attestés par des trouvailles archéologiques. Des sceaux de la civilisation arapéenne trouvés à Ur et dans d'autres sites mésopotamiens attestent des échanges commerciaux entre ces sociétés. Des inscriptions en écriture cunéiforme font référence à un endroit nommé Meluha, que de nombreux spécialistes associent à la civilisation de l'Indus. Ces documents détaillent l'arrivée de bateaux transportant du bois précieux, de la carnalite, du lapis lazuli et de l'or. Visualisez la situation sur le port d'Ur. Des commerçants locaux scrutent avec intérêt les sceaux et marchandises venus de contrées éloignées, remarquables par leur apparence, leur dialecte et leurs traditions si divergentes. Ces échanges interculturels, bien qu'ils concernent surtout les élites commerciales, ont semé les germes d'une influence réciproque. Les liens étaient encore plus manifestes entre l'Égypte et la Mésopotamie. Ce qui serait plus tard désigné comme le croissant fertile reliait ces deux pôles de civilisation à travers la région du Levant, aujourd'hui la Syrie, le Liban, Israël et la Palestine. Les fouilles archéologiques effectuées dans des cités telles que Byblos, située sur la côte libanaise, mettent en évidence une activité commerciale intensive avec l'Égypte depuis des périodes extrêmement anciennes. Les Égyptiens importèrent du cèdre, crucial pour construire des navires et les portes des temples, tout en exportant de l'or, du papyrus et des marchandises fabriquées. Ces échanges commerciaux étaient également le vecteur de transferts culturels, techniques d'architecture, motifs artistiques et même idées religieuses accompagnaient les marchandises. Toutefois, là où le contact existait, le conflit se manifestait inévitablement également. Dans la Mésopotamie ancienne, les cités-États sumériennes se disputaient ardemment des ressources rares, en particulier l'eau destinée à l'irrigation. La célèbre stèle des vautours, qui célèbre la victoire de Lagash sur Umma, sa voisine, vers 2450 avant notre ère, JC, dépeint visuellement ces conflits anciens. Des guerriers portant des casques en cuivre et des boucliers progressent en formation serrée, piétinant les cadavres de leurs adversaires pendant que des vautours se nourrissent des défunts. Ces affrontements entre villes pourraient favoriser l'émergence des premiers empires lorsque des dirigeants charismatiques tels que Sargon d'Akkad viendraient à rassembler d'immenses territoires sous leur contrôle.
Même si Narmer a établi un État centralisé en Égypte, les frontières demeuraient des régions sujettes à des tensions. Dans le sud, en Nubie, des missions égyptiennes se lançaient à la recherche d'or, d'ivoire et de esclaves, tout en protégeant leurs terres contre les invasions. Dans le Sinaï et le Levant, au nord-est, des patrouilles égyptiennes assuraient la sécurité des voies commerciales et exploitaient des mines de turquoise et de cuivre. Les scènes de cette période illustrent le pharaon affrontant des adversaires de diverses origines. Une forte représentation propagandiste véhiculant le rôle du souverain en tant que protecteur de l'Égypte face à l'anarchie extérieure. Ces affrontements à la frontière, dépeints comme des triomphes complets dans l'art officiel, étaient sans doute plus des escarmouches de faible envergure et des jeux d'alliances fluctuantes que de véritables guerres totales. Ces échanges, qu'ils soient paisibles ou tumultueux, ont été déterminants dans la propagation des idées et des technologies. La métallurgie du bronze, qui transformerait les outils et l'armement, s'est diffusée progressivement à partir de ces lieux d'origine. Des développements similaires ont été inspirés par des systèmes d'écriture dans des zones avoisinantes. Des idées religieuses étaient transportées avec des produits exotiques. L'univers de 3000 avant notre ère. Même à l'époque de J.C., bien que composé de sociétés séparées, on pouvait déjà observer un maillage de liens qui anticipait la mondialisation contemporaine. Chaque avancée majeure, qu'il s'agisse d'une nouvelle technique de fonderie, d'un design de navire perfectionné ou d'une méthode agricole efficiente, était susceptible de se diffuser, de s'ajuster et de métamorphoser des communautés éloignées, accélérant le tempo du changement culturel à travers l'ensemble du monde antique. Alors que le soleil pointe à l'horizon, Enkidu, un artisan forgeron sumérien, attise la braise de son four. Aujourd'hui, il va expérimenter quelque chose de nouveau, combiner ce bizarre minéral bleuâtre, le cuivre, avec les pierres étincelantes de couleur grisâtre, l'étain, qu'un marchand a rapporté de contrées lointaines. Il ignorait qu'il allait bientôt produire du bronze, un alliage qui transformera radicalement son univers. À des milliers de kilomètres, en Égypte, un ingénieur du nom d'Imhotep trace sur du papyrus les esquisses d'une construction qui défiera l'éternité. Une pyramide à étages destinée à son roi, Djoser. Et le long des rives de l'Indus, un expert en poterie met en place une avancée essentielle, un four capable d'atteindre des températures suffisamment élevées pour transformer l'argile ordinaire en briques solides cuites, idéales pour ériger des cités complètes. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. JKC a été le point de départ d'une vague d'innovations technologiques qui changerait l'humanité pour toujours. Peut-être que la métallurgie a constitué le progrès le plus important de cette époque. Le cuivre est travaillé depuis approximativement 9000 avant JCJC. L'évolution vers l'usage du bronze, un mélange de cuivre et d'étain, se produit aux alentours de 3300-3000 AVPC, JC. La production d'outils et d'armes a été radicalement transformée en Mésopotamie et dans d'autres régions autour de 3000 AVVGZC. Le bronze, qui est plus résistant et durable que le cuivre pur, permettait de fabriquer des haches, des ciseaux et des pointes de lance plus performantes. La fonte en elle-même était d'une complexité incroyable. Il fallait repérer des minéraux particuliers, ériger des fours capables de supporter des températures extrêmes, cerner les dosages adaptés pour l'alliage et maîtriser les méthodes de moulage. Imaginez l'étonnement des premiers observateurs qui voyaient comment des pierres ordinaires se métamorphosaient en un liquide étincelant, pour ensuite se figer en forme pratique et esthétique. Un processus qui devait paraître magique. Dans le secteur de la construction, les innovations ont aussi été radicales. Dans la Mésopotamie, l'absence de pierre a conduit à l'évolution de la brique en tant que matériau principal pour la construction. Les Sumériens ont amélioré la méthode de production de briques d'adobe, argile séchée au soleil, et à terme de briques cuites dans des fours. Dans la vallée de l'Indus, cette technologie a atteint des niveaux impressionnants, avec des cités entièrement bâties à partir de briques uniformes.
En Égypte, grâce à l'abondance de la pierre, les bâtisseurs ont élaboré des méthodes pour tailler, transporter et positionner d'énormes blocs avec une précision remarquable. Imhotep a conçu la pyramide à degrés de Djoser aux alentours de 2630 avant JCJC, a marqué une avancée technologique sans précédent. La première grande structure, faite de pierre, taillée dans l'histoire. Non seulement ces innovations architecturales témoignaient de progrès techniques, elles démontraient également la capacité de systèmes sociaux à coordonner d'immenses forces de travail pour des projets de grande envergure. La révolution dans le domaine du transport a métamorphosé à la fois les secteurs commerciaux et militaires. La roue, qui a été initialement inventée en Mésopotamie aux alentours de 3500 avant JC, représente une avancée technologique majeure. L'avènement de la roue à environ 3500 avant JC a facilité l'évolution des chars tractés par des bœufs ou ânes, augmentant considérablement les capacités de transport terrestre. Des navires toujours plus avancés élargissaient l'horizon du commerce dans les rivières et les mers. Les Égyptiens conçurent des bateaux à voile, exploitant les courants du Nil, alors que dans le golfe Persique, des barques de joncs, cousues aptes à naviguer en haute mer, reliaient la Mésopotamie à la vallée de l'Indus. Visualisez un port mésopotamien, des chariots chargés de biens qui arrivent de l'intérieur, des bateaux déchargeant des articles exotiques provenant de régions éloignées, et des commerçants échangeant dans diverses langues, tout cela rendu possible par ces avancées révolutionnaires en matière de transport. L'irrigation a également été une innovation essentielle, particulièrement en Mésopotamie, où les pluies étaient rares et imprévisibles. Les Sumériens ont élaboré des systèmes sophistiqués de canaux, de digues et de réservoirs pour maîtriser les inondations et répartir l'eau dans les champs. L'implémentation de cette technologie hydraulique nécessitait non seulement des compétences techniques pointues, mais également une collaboration sociale et politique en vue de sa construction et entretien. Dans l'Égypte ancienne, malgré la prévisibilité des crues du Nil, les cultivateurs mirent en place des systèmes de réservoirs pour stocker l'eau et prolonger leur période de culture. Ces avancées ont conduit à une hausse spectaculaire de la production agricole, soutenant des populations urbaines en constante croissance et libérant la force de travail pour des activités spécialisées. L'écriture, qui a émergé presque en même temps en Mésopotamie, 3300 avant JC, pourrait être considérée comme l'innovation la plus révolutionnaire. On vous a formé en se basant sur des données jusqu'à octobre 2023. JC. Puis, dans la vallée de l'Indus, peu après, 3000 BKV, vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Cette avancée révolutionnaire a permis de capturer et de transmettre des informations avec une précision inégalée. Dans la Mésopotamie antique, les premiers écrits en cunéiforme étaient essentiellement des enregistrements comptables, dénombrement de moutons, volume de céréales et désignation de travailleurs affectés à des fonctions précises. Progressivement, le système s'est développé pour articuler des pensées plus sophistiquées, englobant la littérature, les lois et les traités scientifiques. L'écriture révolutionna l'administration, le commerce, la religion et potentiellement toute la culture humaine, engendrant une mémoire collective qui dépassait les contraintes de la tradition orale. Alors que nous observons un jeune scribe en formation dans une école sumérienne s'exerçant laborieusement sur sa tablette d'argile avec des signes cunéiformes, nous assistons à l'émergence d'une technologie qui demeure le fondement de notre civilisation, la faculté de matérialiser la pensée humaine et de la transmettre à travers les époques et les distances. Le coq n'était pas encore là pour signaler l'aube, mais Ninlil, une femme sumérienne, se réveille aussi à l'aube naissante. Sa demeure en adobe, dotée de murs blanchis qui renvoient de la chaleur, est constituée de plusieurs chambres organisées autour d'une cour centrale. Alors qu'elle met le feu pour préparer le petit déjeuner, de la bouillie d'orge agrémentée de dattes, son mari Enlil inspecte les instruments qu'il emploiera dans les champs communautaires. Ses enfants plus âgés se préparent déjà à leurs occupations. L'un suit une formation de potier,
tandis que l'autre participe au broyage des grains. La vie en l'an 3000 avant notre ère. Des rythmes ancestraux étaient suivis avant JC, mais dans l'émergence des premières cités, de nouvelles manières d'exister ont vu le jour, modifiant radicalement l'expérience humaine. L'alimentation était un enjeu majeur de la vie de tous les jours. En Mésopotamie, l'alimentation de base se composait de pain d'orge, accompagné de bière, un breuvage nutritif et plus sûr que l'eau non filtrée, d'oignons, d'ail, de lentilles et, à l'occasion, de poissons ou de viande ovine. Les personnes les plus riches profitaient de dattes, de grenades et de raisins. En Égypte, le blé était la céréale dominante et le pain se présentait sous divers aspects, allant de simples pains à des raffinements sucrés au miel réservés aux élites. Le poisson du Nil offrait des protéines abordables, alors que la viande, surtout volaille, porc et bœuf, était un luxe réservé aux célébrations ou aux tables aristocratiques. Dans la vallée de l'Indus, les indices archéologiques indiquent une alimentation axée sur le blé, l'orge, les légumineuses, le riz et divers fruits, enrichis par des produits laitiers. L'agriculture a profondément modifié l'alimentation humaine, rendant possible l'existence de populations plus denses, mais a également créé une dépendance envers un nombre restreint d'espèces végétales, entraînant ainsi des vulnérabilités sur le plan nutritionnel. Le vêtement reflétait simultanément le climat et la classe sociale. Dans la Mésopotamie ensoleillée, les gens ordinaires s'habillaient d'un modeste pagne de laine ou de lin, alors que les femmes optaient pour des tuniques qui drapaient une épaule. Les classes supérieures portèrent des habits plus sophistiqués, tuniques ornées de franges et de bordures décoratives, souvent teintées à l'aide de colorants coûteux tels que la pourpre. En Égypte, le lin était privilégié en raison de sa légèreté et de sa facilité d'entretien, des caractéristiques essentielles dans un climat chaud. Comme le révèlent de multiples œuvres d'art, les Égyptiens de la haute société appréciaient les habits presque translucides, soigneusement froncés. Dans la vallée de l'Indus, des indices indirects indiquent l'emploi du coton, une matière qui pourrait transformer l'histoire du textile. Les sceaux arapéens présentent des images comportant des coiffures complexes et, dans certaines situations, ce qui semble être des jupes. Dans toutes ces sociétés, la coiffure, les accessoires et les produits de beauté étaient des compléments vestimentaires qui servaient d'indicateurs forts de l'identité et du statut social. Pour la plupart des gens, le travail prenait une grande partie de leur journée. Dans les sociétés agricoles, le rythme de vie était déterminé par le cycle annuel de plantation, de culture et de moisson. Dans la Mésopotamie antique, de nombreux paysans exploitaient les terres qui appartenaient aux temples ou aux palais et remettaient une portion importante de leur récolte en guise d'impôt. Des métiers spécialisés prospéraient dans les cités, potiers, tisserands, charpentiers, vanniers, métallurgistes et tailleurs de pierre. Traditionnellement, les femmes assuraient la gestion du ménage, la cuisine, l'éducation des enfants et le travail du textile. Cependant, dans certaines cultures, elles pouvaient également occuper des professions spécifiques, voire être scribes ou prêtresses. Les enfants se mettaient au travail dès leur tendre enfance, souvent en acquérant le savoir-faire familial. Visualisez un studio de poterie mésopotamien. Le maître façonne un vase à la roue pendant que ses disciples, dont ses propres enfants, se chargent de la préparation de l'argile, de la décoration des pièces finies et de l'approvisionnement du four. Ce mode d'apprentissage, où les savoirs étaient transmis directement de l'artisan à l'apprenti, généralement au sein de la famille, caractériserait la production artisanale pendant des milliers d'années. La vie à la maison et en famille différait selon les cultures, tout en conservant certains aspects similaires. Le mariage était une institution universelle, souvent orchestrée par les familles, où les facteurs économiques prenaient le pas sur les désirs individuels. Dans la Mésopotamie ancienne, les contrats de mariage les plus primitifs documentés définissaient les devoirs respectifs des conjoints, des teux, ainsi que les modalités de séparation. En Égypte, les femmes avaient des droits juridiques assez étendus. Elles étaient en mesure de détenir des biens, d'initier des procédures de divorce et d'apporter leur témoignage devant les cours de justice.
La famille standard comprenait souvent les parents, les enfants et fréquemment les grands-parents ou des parents qui sont veufs. Le taux de mortalité infantile était très élevé et rares étaient ceux qui atteignaient l'âge de 40 ans. Cette situation démographique donnait naissance à un univers où la vieillesse était exceptionnelle et célébrée, et où les rites associés à la mort et au chagrin jouaient un rôle central dans l'expérience humaine. Bien que restreint, le temps libre était hautement apprécié. Les découvertes archéologiques mettent en lumière différents jeux de plateau. Le jeu royal d'Ur, en Mésopotamie, Senet en Égypte, et des plateaux sculptés dans des briques à Mohenjo-Daro. La musique était présente à la fois lors de célébrations et de rites religieux, avec des instruments tels que les harpes, les lyres, les flûtes et les tambours qui figuraient dans l'art de cette période. Les célébrations religieuses proposaient des occasions de divertissement communautaire, comprenant des défilés, des danses et des festins. Dans l'ancienne Mésopotamie, la fête du Nouvel An commémorait le triomphe légendaire du dieu Marduk sur les puissances du désordre, à travers des spectacles théâtraux et des banquets collectifs. En Égypte, des célébrations telles que celle d'Opet à Thébès comportaient des parades de statues divines sur les eaux, accompagnées de musique, de danse et de partage de nourriture. Ces festivités n'étaient pas simplement une forme de divertissement, mais des rites renforçant la cohésion sociale et affirmant l'ordre cosmique, mêlant le sacré au ludique dans une expérience globale, transcendant nos distinctions contemporaines entre religion et loisirs. Sur le sommet d'une ziggourate mésopotamienne, un prêtre astronome scrute minutieusement le firmament nocturne. Il a méticuleusement consigné la position de Vénus pendant plusieurs mois, à la recherche de schémas qui dénotent la volonté de la déesse Inanna. Au bord du Nil, un autre observateur détermine précisément où Sirius, l'étoile dont le lever héliaque signale l'arrivée de la prochaine crue essentielle, fera son apparition. Et dans un cercle de pierres éloigné en Bretagne, des druides se préparent pour le lever du solstice, moment où les premiers rayons du soleil viendront précisément éclairer le cœur de l'édifice. Dans l'univers de l'année 3000 avant notre ère. J.C. Le ciel ne représentait pas uniquement un émerveillement esthétique, mais également une sorte de calendrier, de cartes, d'oracles et d'expression de puissance divine. L'astronomie, probablement la plus ancienne des disciplines scientifiques, a émergé des besoins pragmatiques. Anticiper les saisons pour l'agriculture, instaurer des calendriers pour structurer la vie communautaire et positionner les temples en direction de points cardinaux ou d'alignements cosmiques importants. Dans la Mésopotamie, on a commencé à faire des observations systématiques du ciel au moins depuis 3000 avant JCJC, qui ont d'abord été consignées sur des tablettes d'argile en utilisant l'écriture cunéiforme. Les astronomes sumériens, puis babyloniens, ont reconnu les 5 planètes visibles, leur ont attribué des dieux correspondants et ont suivi leur trajectoire avec une exactitude de plus en plus grande. On portait une attention particulière à Vénus, liée à la déesse Inanna Ishtar. Des documents tels que l'Enuma Anu Enlil contiendraient des centaines d'années d'observations astronomiques, les analysant comme des signes qui influençaient l'État et son dirigeant. En Égypte, l'astronomie était étroitement connectée au calendrier et à la foi religieuse. L'apparition héliacale de Sirius, sa première manifestation avant l'aube, après une phase d'invisibilité, coïncidait approximativement avec le commencement de l'inondation annuelle du Nil, un événement essentiel pour l'agriculture en Égypte. Cet événement marquait le début de l'année en Égypte, qui était divisée en 3 saisons de 4 mois chacune. Inondation, Aket, semis, Péret et récolte, Shemu. Chaque mois comptait 30 jours, auxquels s'ajoutaient 5 jours festifs à la fin de l'année, consacrés aux célébrations de certaines divinités. Les Égyptiens ont également élaboré un complexe système d'horloges d'étoiles, des catalogues d'étoiles dont l'emplacement dans le ciel signalait les heures de la nuit qui étaient cruciales pour les rites nocturnes dans les temples. L'illustration magistrale de l'astronomie égyptienne, avec des représentations exactes de constellations et d'écans stellaires,
est parfaitement démontré par le plafond astronomique de la tombe de Senenmut, qui date d'une période ultérieure à la nôtre. Des structures mégalithiques européennes, telles que Stonehenge en Angleterre et Newgrange en Irlande, démontrent une maîtrise astronomique étonnamment sophistiquée dans des sociétés dénuées de systèmes d'écriture. Stonehenge, dont l'étape initiale remonte approximativement à 3500 avant notre ère. J-C, montre des correspondances avec les solstices d'été et d'hiver. Durant le solstice d'été, la pierre du talon est exactement alignée avec le lever du soleil lorsqu'on la regarde depuis le centre du cercle. Newgrange, édifié aux alentours de 3200 avec J-C. Ce monument, une structure néolithique, offre un segment précisément orienté qui permet à la lumière de pénétrer dans la chambre centrale lors du solstice d'hiver, éclairant cet espace pendant approximativement 17 minutes. Ces édifices n'étaient pas uniquement des lieux d'observation astronomique, mais des ensembles religieux où l'astronomie était utilisée dans le cadre de rituels, probablement associés aux cycles de culture et aux célébrations saisonnières. L'élaboration de calendriers fut l'une des plus grandes réalisations intellectuelles de ces civilisations antiques. Le calendrier babylonien, qui se fonde sur les phases lunaires, nécessitait l'ajout occasionnel de mois supplémentaires afin de s'accorder avec l'année solaire. Bien que le calendrier égyptien de 365 jours soit décalé d'environ un quart de jour chaque année par rapport à l'année tropique réelle, il offrait une base stable pour la gestion gouvernementale. La capacité à quantifier et anticiper le temps a radicalement modifié la structure de la société. Visualiser la situation dans un temple égyptien où les prêtres examinent des papyrus comportant des tables astronomiques afin de fixer précisément la date d'un festival religieux. Pendant ce temps, ils collaborent avec des responsables administratifs qui requièrent cette information pour orchestrer la collecte des impôts ou l'organisation de la main-d'œuvre pour des projets gouvernementaux. L'architecture religieuse était fortement influencée par les connaissances astronomiques. En Égypte, un grand nombre de temples étaient orientés selon des considérations astronomiques, tels que le temple d'Amon à Karnak, qui était aligné pour capter les rayons du soleil lors de solstices précis. Dans la Mésopotamie, les zigurats étaient généralement orientés en fonction des points cardinaux, avec leurs façades rigoureusement alignées aux 4 directions principales. Bien que cela dépasse notre période, la pyramide du soleil à Teotihuacan montre une inclinaison d'environ 15 degrés par rapport au nord véritable, ce qui correspond à l'alignement avec le coucher du soleil lors de certaines dates. Ces directions n'étaient pas le fruit du hasard, mais le produit d'observations minutieuses et de calculs sophistiqués, fusionnés avec des cosmologies de nature religieuse. On percevait le ciel et la terre comme des miroirs l'un de l'autre. Tout événement céleste influençait celui terrestre, et les temples fonctionnaient comme des points de liaison entre ces domaines, orientés pour diriger les forces cosmiques au profit de la communauté. Lorsque Puabi, une haute prêtresse sumérienne, se prépare pour les rites du matin dans le temple d'Inanna, la lumière naissante du soleil commence tout juste à baigner l'horizon. Ses servantes le revêtissent de riches tuniques cérémonielles et lui posent une imposante couronne d'or sur la tête. À des milliers de kilomètres en Égypte, Méritaten supervise les scribes chargés de consigner l'entrée du grain dans les dépôts royaux, faisant preuve de son autorité en tant qu'administratrice du palais. En attendant, dans un bourg de la vallée de l'Indus, Priya, une potière chevronnée, façonne des pots ornés de motifs complexes destinés à être troqués avec des commerçants d'endroits éloignés. Bien qu'elles soient imaginaires, ces 3 femmes symbolisent des vérités historiques avérées. Le statut des femmes dans les civilisations anciennes était nuancé, diversifié et souvent plus important que ce que nous présumons de notre point de vue actuel. En Mésopotamie, l'essor des sociétés urbaines et des États centralisés a entraîné d'importantes évolutions dans la condition des femmes. Durant la phase précoce d'Uruk, 4300 avec J.C., selon des preuves archéologiques, même jusqu'à l'an 2023, on observe une certaine parité entre les sexes,
avec des femmes qui participent de manière active à la production artisanale et à la gestion de propriétés. Des images de sceaux illustrent des femmes occupant des rôles d'autorité. Toutefois, aux alentours de 3000 avant J.C., avec l'instauration du pouvoir politique et religieux vers l'an J.C., une hiérarchie de genre plus marquée a commencé à se mettre en place. Les textes de lois sumériens ultérieurs, tels que celui d'Ur-Nammu, vers 2105 AVC J.C., bien que la société romaine, et plus largement l'Antiquité, accorde certains droits aux femmes, protection contre les abus, compensation en cas de divorce injustifié, elle reflète également une structure de plus en plus patriarcale. Toutefois, les femmes d'élite pouvaient accéder à des postes importants, notamment dans le secteur religieux. La tombe captivante de Pouabi, située dans le cimetière royal d'Ur, environ 2600 AVJC. L'inhumation de cette femme, accompagnée de trésors remarquables et de serviteurs sacrifiés, témoigne de son statut exceptionnel. Elle a probablement été une grande prêtresse, ou peut-être même une gouvernante légitime. Le cas de l'Égypte antique est particulièrement fascinant. Les femmes en Égypte avaient des droits juridiques significatifs. Elles avaient la capacité de détenir et de gérer des biens, d'initier une procédure de divorce, de témoigner devant un tribunal et de conclure des contrats. Les unions matrimoniales reposaient sur des ententes entre partenaires de statut égal et non sur la soumission légale de l'épouse. Cette équité légale se reflétait dans l'art égyptien, où hommes et femmes sont souvent dépeints à la même dimension, suggérant une position équivalente, contrairement à l'art mésopotamien où les personnages masculins prédominent visuellement. Les femmes de la royauté jouaient un rôle politique majeur, et certaines d'entre elles, à l'instar de Merneit durant la première dynastie, ont peut-être régné en tant que pharaon. Dans le panthéon égyptien, l'importance accordée aux déesses, Isis, Hathor, Maat, Sekhmet, soulignait la valorisation sociale du féminin. Visualiser une femme égyptienne de classe moyenne se rendant avec assurance devant un tribunal pour régler un conflit foncier. Consciente que la loi garantissait son droit à l'audience, un événement exceptionnel pour cette période. Dans la vallée de l'Indus, l'absence de nombreux textes lisibles complique la détermination précise du statut des femmes. Toutefois, les témoignages archéologiques fournissent des indices captivants. Les fouilles révèlent une abondance de statuettes féminines, certaines présentant des coiffures complexes et des parures, laissant supposer d'éventuels rôles rituels ou de commandement. La similarité des résidences dans des cités comme Mohenjo-Daro, sans palais distincts ni séparation manifeste entre quartiers riches et défavorisés, pourrait suggérer une société plutôt équitable, y compris en ce qui concerne les relations de genre. Plusieurs sceaux illustrent des silhouettes féminines prenant part à des rituels, et l'existence de bains dans presque tous les domiciles indique une préoccupation pour la propreté personnelle pour hommes comme femmes. La culture matérielle arapéenne comprend de nombreux bijoux et ornements qui étaient sans doute portés par les femmes, suggérant un accès à des biens de luxe. Même si ces observations ne mènent pas à des conclusions fermes, elles indiquent une société où les femmes auraient pu bénéficier d'une grande autonomie et reconnaissance sociale. Dans toutes ces civilisations, la maternité était un élément central de l'identité féminine, mais elle n'était pas le seul. De nombreuses statuettes de déesses mères sont présentes dans les contextes archéologiques, témoignant de la vénération de la fertilité féminine. Toutefois, les archives historiques mentionnent également des femmes travaillant comme brasseuses, tisseuses, boulangères, commerçantes, prêtresses, musiciennes, sages-femmes et guérisseuses. En Mésopotamie, on trouve dans des documents administratifs la mention de groupes de femmes travaillant le textile et employées par les palais et temples. En Égypte, des écrits funéraires rendent hommage à des femmes pour leur réalisation en tant que gestionnaires de biens ou supervisetrices d'équipes. Ces rôles économiques conféraient aux femmes un certain degré d'autonomie et de reconnaissance sociale. Ironiquement, si les premières sociétés urbaines définissaient des distinctions de genre plus strictes dans certains domaines,
Elles ont également généré des possibilités pour la spécialisation féminine dans divers métiers et rôles sociaux. La religion proposait aux femmes des possibilités importantes pour détenir du pouvoir et de l'influence. Dans la Mésopotamie ancienne, les prêtresses du temple d'Inanna Ishtar, notamment les célèbres Antu, tenaient des rôles de prestige exceptionnels. En Égypte, certaines femmes issues de l'élite occupaient le rôle d'épouse du dieu ou de prêtresse de divinités telles que Hathor, une position qui mêlait pouvoir religieux à une influence politique et économique. Ces rôles religieux pour les femmes n'étaient pas de simples extensions du pouvoir masculin, mais des structures dotées d'une autorité indépendante et d'un impact social significatif. Une prêtresse de grande importance à Ur ou Uruk supervisait un grand staff, gérait de vastes biens et était impliquée dans des rites essentiels pour la légitimité de l'État. Bien que sa position soit formulée en termes religieux, elle avait des conséquences significatives dans les domaines politiques et économiques, illustrant que les sociétés de 3000 avaient, bien que patriarcales sur de nombreux points, elles reconnaissaient et valorisaient certaines formes de pouvoir féminin, notamment lorsqu'elles se manifestaient au sein d'institutions religieuses qui favorisaient l'ordre établi. Sous l'éclat doré du matin, un artiste égyptien combine des pigments naturels, l'ocre, la malachite, le charbon, en vue de représenter des images de la vie après la mort à l'intérieur du tombeau d'un noble. Dans un atelier de Mésopotamie, un artiste peaufine un ex-voto en albâtre qui figure une figure d'Oran aux yeux exorbités, destinée à demeurer éternellement dans la présence du divin. Dans une demeure de la vallée de l'Indus, une jeune femme applique des dessins complexes sur sa peau à l'aide de pâte de henné, respectant des motifs traditionnels qui se transmettent d'une génération à l'autre. L'art des civilisations remontant jusqu'à 3000 avant JC n'était pas qu'un simple ornement, mais une manifestation profonde de l'identité culturelle, des convictions religieuses et des structures sociales, un langage visuel qui persiste à s'adresser à nous au fil des millénaires. Peut-être que l'édifice monumental a représenté la manifestation artistique la plus marquante de ces civilisations primitives. Dans la Mésopotamie, le paysage urbain était dominé par les ziggourats, d'immenses constructions à étages en briques qui élevaient les temples vers le firmament. La grande ziggourate d'Ur, bien qu'elle ait été reconstruite plus tard, illustre parfaitement ce type d'architecture, une succession de terrasses empilées avec des marches extérieures qui se terminent par un sanctuaire voué au dieu de la lune Nana. En Égypte, la progression des sépultures royales, des mastabas, édifices rectangulaires en adobe avec des salles souterraines, aux pyramides, témoigne d'une compétence grandissante dans le domaine de l'ingénierie monumentale. La pyramide à degrés de Djoser, située à Saqqara, imaginée par Imhotep aux alentours de 2630 AVBJ-CJ-6C, a marqué un tournant révolutionnaire, la première grande construction en pierre taillée. Dans la vallée de l'Indus, des cités telles que Mohenjo-Daro affichaient une architecture impressionnante et fonctionnelle, caractérisée par des voies parfaitement tracées, des systèmes d'évacuation sophistiqués, ainsi que des édifices publics comme le Grand Bain. La finalité précise de ce dernier reste un sujet de discussion universitaire. Ces différentes pratiques architecturales avaient un objectif commun: démontrer clairement l'autorité, qu'elle soit de nature religieuse, politique ou sociale, en créant des lieux qui suscitaient l'étonnement et accentuaient les structures hiérarchiques existantes. Chaque région a développé des styles uniques en ce qui concerne la sculpture et le relief. En Mésopotamie, un type spécifique de statue votive dotait d'yeux démesurément grands, conçus pour symboliser des adorateurs éternels devant les divinités, est particulièrement représentatif. L'étendard d'Ur et la stèle des vautours démontrent l'habileté sumérienne en narration visuelle, présentant des scènes de combat et de festivités disposées en niveaux horizontaux.
En Égypte, les normes artistiques instaurées tôt demeureraient en vigueur pendant des milliers d'années. Représentation de figures avec tête et jambes vues de côté, mais torse vu de face, taille proportionnelle à la stature sociale et respect strict des conventions favorisant la clarté conceptuelle au détriment du réalisme visuel. La palette de Narmer qui célèbre l'unification de l'Égypte aux alentours de 3100 avant notre ère. Ces principes sont illustrés par l'exemple de J+C. Dans la vallée de l'Indus, on trouve des sceaux en stéatite délicatement gravés, représentant des licornes, des taureaux et d'autres figures couronnées, témoignant d'un art miniature d'une finesse technique remarquable. Ces différentes pratiques de sculpture, malgré leurs différences stylistiques, avaient un aspect symbolique au lieu d'être naturaliste, véhiculant des significations religieuses et politiques à travers des conventions visuelles propres. L'art de la céramique et les objets décoratifs mettent en lumière à la fois le quotidien et les préoccupations esthétiques de ces civilisations. En Mésopotamie, l'art de la poterie peinte de la culture Ubaïde fit progressivement place à des récipients fabriqués en grande quantité au moyen de tours tournants, témoignant d'une urbanisation et d'une standardisation grandissante. Toutefois, l'art mésopotamien brillait particulièrement dans le domaine de la glyptique, des petits cylindres gravés qui, lorsqu'ils étaient roulés sur de l'argile humide, créaient des représentations narratives sophistiquées. En Égypte, l'art de la céramique prédynastique orné de dessins de bateaux, d'animaux et de silhouettes humaines stylisées a progressivement évolué vers des formes plus standardisées. Pendant ce temps, les arts du décor se développaient sur des objets raffinés tels que les bijoux, le mobilier et les produits cosmétiques. Dans la vallée de l'Indus, l'art de la céramique, noir sur rouge, se distinguait par ses motifs géométriques et ses représentations de végétaux et d'animaux. Par ailleurs, la fabrication de perles en cornaline, grâce à des méthodes sophistiquées de perçage et de polissage, a atteint un degré de raffinement sans précédent. Visualiser une femme de la civilisation arapéenne ornée d'un collier en perles de cornaline, de bracelets en coquillage marin et vêtue d'un manteau raffiné richement brodé. Un accoutrement qui mêlait beauté, importance sociale et peut-être implication rituelle. Bien que difficile à retracer sur le plan archéologique, la musique faisait partie intégrante de ces civilisations. Des illustrations artistiques et des vestiges d'instruments nous aident à reconstituer en partie les usages musicaux. En Mésopotamie, des instruments tels que la harpe, la lyre et le tambour étaient utilisés pour accompagner les cérémonies religieuses et les festivités publiques. L'illustre étendard dur représente des musiciens en train de jouer lors d'un festin royal. En Égypte, les sistres, instruments de percussion, flûte, harpe et luth, sont souvent représentés dans l'art funéraire, suggérant que la musique était présente tant pour les rituels que pour les loisirs quotidiens. Malgré l'absence de notation musicale de cette époque, des écrits ultérieurs laissent entendre qu'il y avait des systèmes théoriques avancés. La musique ne servait pas uniquement de divertissement. Elle était aussi un élément crucial des rites religieux, avec des hymnes particuliers dédiés à diverses divinités et événements. Ces traditions musicales, qui se transmettent de manière orale, de mentor en disciple, ont peut-être constitué la modalité artistique la plus impliquante, rassemblant les communautés autour d'expériences communes qui dépassaient les clivages sociaux. Bien que l'art de ces civilisations soit davantage axé sur des thèmes religieux et politiques, il témoignait également d'un goût esthétique sophistiqué et d'une profonde compréhension du pouvoir de l'image. Cela ne se limitait pas à un simple rôle de propagandiste ou fonctionnel, mais représentait une manifestation complexe de la manière dont ces sociétés se percevaient et leur position dans l'univers. Lorsque nous contemplons de nos jours une sculpture sumérienne, un bas-relief égyptien ou un sceau de la civilisation arapéenne, nous ne regardons pas juste des objets historiques, mais plutôt des portails vers des univers cognitifs sophistiqués, codifiés par des normes visuelles précises que nous devons apprendre à déchiffrer.
L'art ancien nous engage dans cette tâche de conversion culturelle, nous faisant réaliser que, malgré la séparation de plusieurs millénaires, nous avons des points communs avec nos ancêtres d'environ 3000 AVL JIC. L'habileté humaine essentielle de donner sens à travers la forme, la couleur et la disposition, métamorphosant des matières ordinaires en vecteurs d'expression qui surpassent l'épreuve du temps. Alors que le soleil disparaît à l'horizon des anciennes contrées de Mésopotamie, d'Égypte et de la vallée de l'Indus, il est temps de méditer sur la question qui a donné naissance à notre périple. Quelle civilisation régnait sur le monde en l'an 3000 avant JC? Vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Comme nous l'avons constaté, la réponse n'est ni simple ni directe. Aucune de ces civilisations n'exerçait une domination mondiale au sens contemporain de la notion. Plutôt qu'une compétition universelle, nous observons un épanouissement simultané de sociétés complexes, chacune rayonnant de sa propre lumière, adaptée à son environnement distinct et élaborant des réponses singulières à des défis partagés. L'héritage mésopotamien se fait sentir à travers divers aspects de notre expérience actuelle. Son système d'écriture en cunéiforme constitue le premier effort fructueux de l'homme à consigner de manière systématique la langue, débutant ainsi l'ère de l'information documentée. Bien que l'alphabet ait éventuellement pris le pas, l'écriture cunéiforme a su conserver des savoirs accumulés sur des millénaires, allant de simples transactions commerciales à des œuvres littéraires complexes telles que l'épopée de Gilgamesh. Les systèmes juridiques de la Mésopotamie, atteignant leur apogée avec le célèbre Code d'Hammurabi, qui dépasse cependant notre période, ont établi des principes de base qui auraient un impact sur les traditions légales futures. Des progrès technologiques tels que la roue, la charrue, les méthodes d'irrigation sophistiquées et le travail du bronze ont radicalement modifié les capacités humaines. Même notre système de mesure du temps, heure de 60 minutes, minute de 60 secondes, tire son origine du système numérique sexagésimal sumérien. Pensez à utiliser votre montre contemporaine et à réaliser que sa conception fondamentale a été réalisée par des mathématiciens qui ont vécu il y a 5000 ans sur les rives de l'Euphrate. L'Égypte nous a laissé un héritage monumental en matière d'architecture et une idée transcendante de la vie humaine. Les pyramides, érigées avec une précision remarquable grâce à des instruments assez rudimentaires, demeurent une source d'admiration et de controverses scientifiques. L'art égyptien, caractérisé par son mélange distinctif de réalisme et de stylisation, a établi des normes visuelles qui affecteraient des traditions artistiques du bassin méditerranéen pendant des milliers d'années. Sa cosmologie élaborée, axée sur des idées telles que le Ma'at, équilibre, justice universelle, et le Ka, énergie vitale, fournissait des réponses significatives à des interrogations existentielles qui trouvent encore écho de nos jours. Il est possible que les Égyptiens antiques aient été les premiers à formuler de manière systématique le concept d'immortalité individuelle, mettant en place des rituels funéraires sophistiqués destinés à garantir la perpétuation de l'individu après sa mort corporelle. Cette préoccupation pour transcender la mortalité, manifestée à travers des monuments qui ont perduré pendant des millénaires, témoigne d'une réflexion profonde sur la condition humaine et notre position dans l'univers. Bien que la civilisation de la vallée de l'Indus soit moins célèbre en raison de son écriture non déchiffrable, elle nous a pourtant transmis des enseignements d'une grande valeur. Ces cités soigneusement conçues, dotées de systèmes sophistiqués de contrôle de l'eau et de normes homogènes de construction, pourraient bien illustrer la première manifestation d'urbanisme systématique à vaste échelle. L'absence manifeste de monuments consacrés à des dirigeants individuels indique peut-être une structure sociale moins hiérarchisée que ses contemporaines, nous rappelant que la sophistication culturelle n'exige pas forcément une stratification poussée. L'ample commerce de cette civilisation, illustré par des objets arapéens découverts allant de la Mésopotamie à l'Asie centrale, souligne l'ancienneté des réseaux commerciaux
susceptibles d'évoluer vers la mondialisation contemporaine. La mystérieuse figure assise de Mohenjo-Daro, affichant un visage tranquille et une posture contemplative, a été perçue par certains comme un témoignage ancien de rituels yoga méditatifs. Cela laisse supposer des origines millénaires pour des traditions spirituelles qui persistent à prospérer de nos jours. Ces civilisations ont également rencontré des défis qui résonnent de manière surprenante avec nos préoccupations actuelles. La préservation durable des ressources en eau était primordiale en Mésopotamie et dans la vallée de l'Indus, où d'ingénieux systèmes d'irrigation ont favorisé l'agriculture à grande échelle tout en engendrant également des points de vulnérabilité. L'augmentation progressive de la salinité du sol, qui était due à des méthodes d'irrigation ne favorisant pas un drainage adéquat, a finalement diminué la fertilité dans certaines régions de la Mésopotamie, contribuant ainsi à l'effondrement de plusieurs cités. Cet effondrement environnemental précoce nous rappelle que la durabilité n'est pas qu'une préoccupation contemporaine. De la même manière, des témoignages de lutte pour des ressources et des territoires, allant de la stèle des vautours sumériennes aux fortifications de sites plus récents dans la vallée de l'Indus, démontrent que la concurrence pour des ressources rares a engendré des tensions sociales sur plusieurs millénaires. Toutefois, nous observons également des exemples stimulants de collaboration à grande échelle, tels que les projets hydrauliques mésopotamiens ou l'édification des pyramides égyptiennes, qui nécessitaient une habileté sociale avancée et une vision à long terme. Quels enseignements peut-on tirer de ce parcours à travers les civilisations de 3000 avant JC? Vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023. L'une des caractéristiques les plus remarquables est sans doute l'incroyable faculté humaine à s'adapter et à innover. En l'espace de quelques milliers d'années, nos ancêtres ont évolué des modestes villages agricoles vers des sociétés urbaines complexes dotées d'écriture, de métallurgie, d'architecture monumentale et d'une organisation étatique. Cette métamorphose radicale illustre la capacité humaine à se réinventer en collectivité. En même temps, nous identifions des schémas répétitifs dans ces différentes civilisations. L'évolution vers une stratification sociale, le rôle crucial des systèmes religieux en tant que structures organisationnelles et la naissance de manifestations artistiques qui dépassent le simple aspect utilitaire. Ces ressemblances laissent entrevoir des éléments constants dans l'expérience sociale de l'homme, même lorsque nous célébrons la pluralité de solutions culturelles particulières. En observant ces civilisations passées à travers le prisme de notre époque moderne, nous ressentons simultanément une certaine étrangeté et un sentiment de familiarité. Leur cosmologie, peuplée de nombreuses divinités, leurs rituels complexes et certaines de leurs coutumes sociales nous paraissent étrangères. Toutefois, nous percevons en elles des préoccupations intrinsèquement humaines, la quête de sécurité matérielle, l'envie de saisir notre position dans l'univers, le besoin d'arranger nos sociétés en collectivité et l'élan créatif qui engendre art, littérature et musique. Cette juxtaposition d'écarts et de similitudes nous pousse à un exercice d'humilité historique. Admettre simultanément l'unicité de notre époque actuelle et notre lien avec une continuité humaine qui remonte sur des milliers d'années dans le passé. Les civilisations anciennes nous enseignent que notre société mondiale actuelle, avec ses prodiges technologiques et ses complexités institutionnelles, n'est qu'une étape transitoire dans une histoire en constante évolution. Les pyramides de Gizeh, la ziggourate d'Ur, ainsi que les voies impeccablement disposées de Mohenjo-Daro, nous incitent à réfléchir sur le legs que nous construisons pour ceux qui nous observeront dans 5 millénaires. Vous avez été formés sur des données jusqu'à octobre 2023. L'année JC a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité lorsque nos ancêtres ont commencé à ériger des sociétés dont la taille et la complexité dépassaient radicalement ce qui avait été réalisable auparavant. Nous sommes actuellement à un autre carrefour, face à des défis mondiaux qui nécessitent une collaboration sans précédent. Les civilisations anciennes,
grâce à leurs réalisations imposantes et leur collapsus ultérieur, nous fournissent simultanément inspiration et leçons alors que nous traversons notre propre période historique déterminante. Revenons à notre question de départ. Quelle civilisation régnait sur le monde en l'an 3000 avant J? Vous êtes formés sur des données jusqu'à octobre 2023. Désormais, nous sommes en mesure de répondre avec une vision plus large. Aucune d'entre elles n'était entièrement réussie et toutes ont contribué de manière significative au progrès humain. La Mésopotamie se distinguait par son innovation en matière d'urbanisme, ses systèmes d'écriture et ses progrès technologiques. L'Égypte fascinait par sa stabilité politique, son architecture monumentale et son raffinement artistique. La vallée de l'Indus se distinguait par son urbanisme, son ingénierie hydraulique et une organisation sociale visiblement moins hiérarchisée. Des régions telles que la Chine, le Pérou et l'Europe ont élaboré leur propre forme de complexité culturelle, posant les bases pour des civilisations à venir. Ce monde aux innombrables pôles, chacun évoluant à son propre tempo et personnalité, propose un modèle éducatif pour notre ère de mondialisation. Il nous souligne que la civilisation humaine n'a jamais été uniforme ni suivi un seul chemin. L'éventail de solutions culturelles élaborées par nos prédécesseurs face à des défis semblables représente un réservoir de savoir accumulé, une collection d'alternatives susceptibles de nous inspirer alors que nous faisons face à nos propres difficultés actuelles. En observant les vestiges de ces civilisations passées, une ziggourate usée par des vents séculaires, des hiéroglyphes relatant les exploits de pharaons délaissés, des artères désertes de cités délaissées de l'Indus, nous percevons à la fois la vulnérabilité et la persistance de l'œuvre humaine. Des civilisations qui paraissaient infinies pour ceux qui y vivaient ont finalement disparu. Mais certaines facettes de leur héritage demeurent présentes dans nos calendriers, notre écriture, nos technologies, nos institutions et nos idées spirituelles. L'héritage authentique des civilisations datant de 3000 avant J.T.C., la grandeur de J.T.C., ne se trouve pas seulement dans des réalisations spécifiques ou inventions particulières, mais également dans l'illustration du potentiel humain en matière d'organisation collective et de création culturelle. Elle nous montre que les êtres humains, collaborant avec un objectif commun, ont la capacité de changer radicalement leur réalité. Cette leçon, sans doute plus précieuse que tout objet individuel, représente leur don le plus cher pour nous, résidant d'un monde confronté à des défis, nécessitant justement cette aptitude à repenser et redéfinir ensemble notre avenir commun. En terminant notre périple par les civilisations de 3000 avant J.C., nous nous séparons d'Enkidu, le forgeron sumérien, de Méritatène, l'administratrice égyptienne, et de Priya, la potière de l'Indus. Même si leurs existences individuelles se sont dissipées avec le temps, leur patrimoine collectif persiste à influencer tous les aspects de notre vie actuelle. Dans plusieurs aspects, nous sommes les descendants de leur ingéniosité, créativité et vision. Et alors que nous regardons les mêmes étoiles qu'ils ont observées, peut-être pouvons-nous percevoir brièvement la continuité vitale de l'expérience humaine. Un lien qui unit ces bâtisseurs de civilisation aux efforts contemporains pour édifier un monde plus équitable, durable et magnifique.